Merci. Merci. Merci mes amis. Merci à vous et je veux remercier chaleureusement nos amis et partenaires de l'AfD qui nous accueillent aujourd'hui et particulièrement Frauke Petry et Markus Pretzel pour leur hospitalité. Merci à vous deux. Merci aussi à tous les autres représentants des différents pays membres du groupe ENL au Parlement européen, nos amis néerlandais, italiens, autrichiens, flamands, roumains, britanniques, tchèques, polonais et britanniques, je crois que je l'ai déjà dit. Ça fera 2 fois, mais j'aime beaucoup Janice, c'est pour ça. Merci également à tous les organisateurs qui ont rendu ce rendez-vous possible sous la houlette de notre secrétaire général, Ludovic Dedanne. Je l'ai déjà dit en France, mais le constat se répète partout ailleurs en Europe. Nous vivons la fin d'un monde et la naissance d'un autre. Plein d'espoir et d'opportunités nouvelles. Nous vivons le retour des États-nations que le mondialisme avait tenté de faire disparaître. Depuis 10 ans, depuis les premiers référendums en France, aux Pays-Bas, puis en Irlande, on sentait venir la révolte des peuples de l'Europe contre un pouvoir non élu qui prétendait se passer de la démocratie. Mais le premier véritable coup porté à l'ordre ancien, l'élément déclencheur qui va entraîner dans sa course tous les dominos de l'Europe, c'est le Brexit. Un peuple souverain a décidé de se passer de l'accord des puissants pour décider par lui-même de son destin. Le second coup n'a pas tardé. L'élection de M. Trump à la présidence des États-Unis a mis les partisans du néolibéralisme dans un embarras encore plus grand. Sa position sur l'Europe est claire et nette. Il ne soutiendra pas un système d'oppression des peuples. Et en prime, il a enterré le traité transatlantique. 2016 a été l'année où le monde anglo-saxon s'est réveillé. 2017, j'en suis sûr, sera l'année du réveil des peuples de l'Europe continentale. Ce n'est plus une question de possibilité, c'est une question de temps. Mais nos élites ne voient pas ce changement du monde. Elles le refusent. Et tout est fait en Europe, dans chacun de nos pays, pour bloquer cette évolution qui est pourtant irréversible. L'Union européenne est devenue une religion dont ils sont les prêtres. Ils ne peuvent plus réfléchir en dehors d'elle. Ils excommunient toute pensée différente. Ils interdisent toute critique de leur système. Ce sont les vrais dogmatiques, ce sont les vrais antidémocrates. Je rappelle quand même cette phrase de M. Juncker, tellement révélatrice qu'elle pourra figurer dans les livres d'histoire. Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Voici la définition même de la tyrannie. Le peuple allemand, le peuple italien, le peuple espagnol, tous les peuples d'Europe sont soumis à une tyrannie. Cette tyrannie passe aussi par une guerre de l'information. Il faut empêcher à tout prix les peuples de communiquer entre eux. D'où l'importance de nos rencontres. Enfin, les peuples se parlent.
Dans leur logique, mes chers amis, dans leur logique, il faut que chaque peuple soit séparé des autres pour qu'ils ne puissent pas se liguer ensemble. C'est ainsi qu'en France, on ment sur l'Allemagne, qu'en Allemagne, on ment sur le Royaume-Uni, et ainsi de suite, en Italie, en Autriche, en Grèce. Car si les peuples venaient à découvrir qu'ils ne sont pas si différents que cela, et qu'ils ont tous un intérêt commun, celui de la liberté, alors c'en serait fini de l'Union européenne. C'est justement ce qui est en train d'arriver. En France, Mme Merkel est présentée comme une héroïne humanitaire, qui est un modèle de générosité envers les migrants, alors que les Français sont tous des moins que rien. Sauf que jamais la presse française ne vient demander son avis au peuple allemand. Jamais on ne vient interroger les Allemands eux-mêmes pour savoir s'ils sont satisfaits de la politique migratoire de Mme Merkel. Et on comprend pourquoi. S'ils interrogeaient les Allemands, tout le monde verrait que cette politique migratoire est une catastrophe au quotidien. Je salue le courage de l'AfD, qui ose défier le gouvernement allemand sur ce sujet. Les élites européennes veulent absolument faire taire les peuples et faire croire au monde que leurs représentants actuels agissent pour leur bien. Pour ma part, je ne confondrai jamais un peuple avec ses dirigeants. Le peuple allemand, comme tous ceux d'Europe, n'aspire qu'à une chose, la liberté. La liberté et la sérénité, pouvoir vivre en paix, décider soi-même de son futur. Aujourd'hui, les dirigeants européens ne prennent pas en compte les intérêts nationaux, mais les intérêts d'une oligarchie. Une oligarchie financière qui se sert des institutions pour défendre des choix contraires à la volonté des peuples. Ce ne sont pas les Allemands qui veulent l'accueil des migrants. C'est le grand patronat allemand qui nuit d'ailleurs aux petites et moyennes entreprises. Ce ne sont pas les Français qui veulent supprimer les frontières de leur pays. C'est le grand patronat français et leurs multinationales. Nous devons voir lucidement l'intérêt économique des puissants qui se dissimulent derrière ces belles paroles. Car si l'on s'arrête une seconde sur l'immigration, on peut dire une chose qui vaudra dans tous les pays d'Europe. Nous avons largement, très largement même fait preuve de solidarité en ce domaine. Et il est temps, plus que temps, que cela s'arrête. L'Allemagne a connu un afflux considérable d'immigrés. Et la chancelière a tellement voulu en accueillir qu'elle ne sait même pas où sont passés 500 000 d'entre eux. Incroyable légèreté! En France, on voudrait nous faire croire que le phénomène des migrants est marginal. Mais qui sait si les migrants disparus des radars en Europe ne sont pas déjà partis en France? Comment accepter que des villes et des villages se voient imposer l'accueil de dizaines ou centaines d'entre eux un peu partout dans le pays, souvent sans l'accord de la population ou même de la municipalité? Comment accepter que ces flux supplémentaires s'ajoutent à ceux déjà massif de l'immigration légale, tellement massif que chaque année, ce sont 200 000 personnes qui entrent sur le territoire français depuis maintenant 10 ans. Comment accepter cette immigration supplémentaire quand on sait que depuis des décennies, l'immigration clandestine n'est pas tarie? L'immigration a un coût considérable qui pèse sur les budgets sociaux. Elle fait aussi baisser les salaires et augmenter le chômage.
Elle est source, c'est une évidence, d'insécurité. Et l'on sait très bien que parmi les flux de migrants se cachent des terroristes. Combien de temps allons-nous en France, en Allemagne et dans tous les autres pays soumis à la folie de Schengen continuer ainsi à ne pas protéger nos frontières? Il n'y a pas, mes chers amis, dans l'Union européenne que le seul problème de l'immigration. Il y a aussi le problème, l'immense problème posé par la monnaie unique, qui oblige chacun des pays membres de la zone euro à avoir la même politique économique. Je ne dis pas qu'il faille pour chaque pays quitter la zone euro. C'est un choix souverain. C'est un choix souverain à faire qui doit être respecté dans chaque nation. Mais il faut laisser la possibilité à chaque pays, s'il le souhaite, d'en sortir. Je n'ai jamais considéré qu'il faudrait pour tous les pays d'Europe les solutions que je préconise pour la France. Je dis simplement que chaque pays doit réfléchir librement à son intérêt et permettre à son peuple de prendre la décision qui lui semble la meilleure. Et si pour certains pays, il peut y avoir des avantages perçus à rester dans la zone euro, pour d'autres, il devient de plus en plus évident que c'est le contraire. Pour la France, la monnaie unique est un instrument à détruire l'économie. Malgré toutes les stratégies mises en place pour sauver l'euro, comme instrument obligé pour tous, pour le rafistoler, pour le faire tenir tant bien que mal, la profonde diversité des peuples européens et de leurs économies propres revient au galop. Il y a derrière le mot peuple un tissu social particulier, des traditions familiales particulières. Il y a une langue, il y a une histoire. En somme, un peuple a une certaine épaisseur, une épaisseur qui n'est ni compressible, ni interchangeable. Alors, quand on nous dit une monnaie unique, un ensemble unique, veut-on dire que ce qui convient à un Allemand convient aussi à un Français et à un Espagnol? Mais l'économie de l'Allemagne, celle de la France, celle de l'Espagne ne fonctionnent pas hors sol. Elles sont ancrées dans des réalités nationales. Elles respirent au rythme des peuples. Nier cette diversité, comme le fait l'idée même d'une monnaie unique imposée à tous, c'est faire violence à l'Europe. En matière de peuple, on ne calcule pas une moyenne par une simple opération mathématique. Il n'y a pas de moyenne franco-allemande, pas plus que de moyenne franco-espagnole. J'aime l'Allemagne parce qu'elle est allemande. J'aime la France parce qu'elle est française. Je n'aime pas une chimère qui aurait comme ce monstre légendaire un corps allemand avec une queue grecque et 3 têtes, l'une française, l'autre espagnole et la dernière italienne. Les distinctions entre les peuples ne peuvent pas être rayées d'un trait de plume. J'ai pris l'exemple de l'euro. J'aurais pu tout aussi bien parler de la fiscalité, des droits sociaux, des systèmes de retraite ou des salaires minimaux. On veut couler toutes les nations européennes dans un même moule économique en écrasant leurs particularités. Si réforme il doit y avoir, elle ne peut avoir lieu que dans le cadre national, là où il existe un peuple unique et sur lequel il est possible d'agir de manière cohérente. L'intégration économique qui serait suivie d'une intégration politique est un rêve qui se transforme en cauchemar.
Nous le voyons donc à la fois dans les politiques migratoires, mais aussi dans les politiques économiques. Il n'y a plus de liberté quand il n'y a plus de souveraineté, c'est-à-dire de capacité à décider par nous-mêmes des choix à faire pour son pays. Aujourd'hui, on fait voter les représentants d'un pays pour créer des lois pour un autre pays, à l'autre bout du continent. Mais cela n'a aucun sens. Je n'ai pas envie qu'un autre pays décide pour le mien de ce qu'il doit faire. Et je n'ai pas envie que le mien décide pour les autres non plus. C'est pour cela que notre groupe parlementaire a avant tout pour but de redonner un maximum de liberté à chaque nation, et il a toujours travaillé en ce sens. Maintenant, il faut que nous passions à l'étape suivante. L'étape où nous ne nous contentons plus d'être une minorité au Parlement européen. L'étape où nous serons majoritaires dans les urnes à chaque élection. « 2017 est une année riche en élections, en France tout d'abord, mais aussi aux Pays-Bas. Et je souhaite les plus grands succès possibles à notre ami Geert Wilders. Ici aussi, Frauke, vous mènerez la bataille électorale. Vos succès sont déjà nombreux depuis 2013. Je sais que vous allez encore grandir, car vous êtes l'avenir de l'Allemagne. Ces succès pourraient changer la face de l'Europe. Si nous arrivons au pouvoir dans chacun des pays de l'Union, nous pourrons organiser en concertation un abandon raisonné de l'ancien monde, où chacun y trouvera son plus grand intérêt. Je veux que cette transition se passe le plus sereinement possible. Mais si seulement l'un d'entre nous arrive à ses fins, il portera l'espoir des autres. N'envisageons pas ce scénario, nous y arriverons tous! Notre organisation au niveau du Parlement européen, notre réunion aujourd'hui sont le témoignage de cette solidarité qui existe entre des mouvements proches, voire très proches, d'accéder au pouvoir. Souvent, nos adversaires nous opposent que nous serions seuls en cas de victoire. Cela commence déjà à être démenti par les urnes. Mais plus fondamentalement, les peuples partagent entre eux des intérêts évidents et chacun peut constater qu'une politique patriote n'isolerait pas leur pays, mais au contraire susciterait une adhésion forte chez les autres peuples. Dans un monde où les États-Unis se recentrent sur eux-mêmes, dans un monde où 95% des pays ont des frontières nationales, dans un monde où l'on retrouve des protections, le patriotisme n'est pas une politique du passé, c'est une politique du futur. À partir du moment où nous abandonnerons la prison de l'Union européenne, nous verrons renaître la diversité des cultures et des nations qui la composent. Cette diversité n'est pas synonyme de guerre, contrairement à ce que des années d'idéologie ont voulu nous faire croire. La guerre, c'est au contraire cette union à marche forcée. La guerre, ce sont des élites déconnectées qui appellent à s'armer contre M. Trump ou M. Poutine. Le peuple différent, ce n'est pas le peuple ennemi. Le peuple différent, c'est celui avec lequel je vais tisser des liens. Avec l'Union européenne, les liens ne sont pas tissés, ils sont subis. L'euro ne nous lie pas, il nous ligote. Un projet qui s'oppose par la force aux aspirations des peuples n'est pas un projet viable. Je souhaite voir renaître la culture, l'art, la littérature de chaque pays du continent.
Je souhaite voir renaître son économie, son inventivité, son génie national. Aujourd'hui, l'Union européenne nous défait de nos cultures. Elle est une force de stérilisation. Je suis certaine que la libération des peuples ira de pair avec une véritable renaissance de l'Europe, où nous verrons fleurir des langues, notamment aujourd'hui écrasées. L'anglais a envahi toutes nos universités et en Allemagne, c'est la même chose. Nos amis britanniques n'y sont pour rien. Eux, pour qui l'anglais est une langue maternelle. C'est la lâcheté de nos propres élites qui a permis cette capitulation de chaque culture. Je sais que si nous retrouvons les leviers de notre souveraineté, nous retrouverons par la même occasion le goût de notre propre culture. J'attends ce moment avec espoir et je sais de toute façon que l'aspiration à la liberté des peuples ne peut plus être arrêtée. Vive les nations d'Europe, vive l'Europe des nations!